Salut à tous, chers explorateurs du réel, j'espère que vous allez bien. C'est Alexis, vous êtes bien sur les sentiers du réel. Et aujourd'hui, ben oui, vous avez vu dans l'annonce, dans l'annonce et dans le titre que Paul Ponceau est de retour parmi nous avec un nouveau sujet aujourd'hui, un sujet super intéressant comme à chaque fois, hein, Paul, tu le sais, mais surtout un sujet qui va de nouveau encore faire des connexions, des ouvertures avec tout ce qu'on a déjà traité sur la chaîne avec Paul ou avec d'autres personnes. Et on va parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle. J'ai même presque envie de dire de l'intelligence artificielle de cette matrice qui est déjà synthétique. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. On va un petit peu dépatouiller tout ça. Et aujourd'hui, ben, vraiment, ça va être vraiment une émission super intéressante, super importante, j'ai envie de dire. Comment vas-tu, Paul? Eh ben, écoute, Alexis, ça va pas mal, ça va pas mal. Alors effectivement, vous avez, c'est ce que je disais en off, on a pour l'instant un climat, enfin pour l'instant, ça fait déjà quelques années, mais enfin on n'avait pas connu ça quand on était jeune. C'est un climat qui est mondialisé, hein. Vous avez exactement, plus ou moins la même température que chez nous en Belgique, à Paris en tout cas. Enfin que chez nous, que chez vous à Paris et que chez nous en Belgique, on a compris. Et donc effectivement là, on est dans, ça fait 3 semaines, 15 jours qu'il pleut, des averses. Là, ça va être bientôt la canicule et je pense qu'aujourd'hui même, si vous écoutez cette émission aujourd'hui, le dimanche, comme d'habitude, mes chers amis, n'oubliez pas le like, bien sûr, et le boost, si c'est disponible, bien entendu, les abonnements, le partage, tout le bazar, je vous d'emblée, comme ça, d'emblée, il fait super chaud, voilà, et là, aujourd'hui, ça va, je peux encore mettre cette chemise parce que je ne tourne pas, bien entendu, ce jour-ci. Heureusement pour nous. Donc effectivement, tu veux nous parler de cette, oui, intelligence synthétique dans cette matrice. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais on verra bien tout ça. C'est qu'il y a, je pense, voilà, il est question de collectif ici. C'est ce qu'on disait avec Paul. C'est que, en fait, il est facile de dire de nos jours, voilà, de parler souvent d'inconscient collectif. Alors ça veut tout et rien dire. C'est ce que je disais justement en off. Ça veut absolument tout et rien dire. J'ai l'impression que c'est parfois pour expliquer des choses qu'ils ne savent pas expliquer eux-mêmes. L'inconscient collectif, c'est comme si c'était, voilà, culturel, ancré, que c'était la vérité et que il y a plus rien à circuler, il y a rien à voir. Merci. Bonne soirée. Et donc l'inconscient collectif, oui, c'est facile, ça veut vraiment strictement rien dire. Mais je pense qu'avec c'est justement cette émission d'aujourd'hui, on va un petit peu comprendre ce qu'il en est, puisque la matrice, ben, on le sait, on l'a déjà vu avec Paul et avec d'autres intervenants, on est quand même fort connecté. D'ailleurs, je vous invite quand même à aller voir cette émission qu'on a fait récemment avec justement les synchronicités qui sont justement reliées à la matrice. Allez voir cette émission aussi, bien entendu après celle-ci, hein. Et je vous mettrai ça en lien, bien entendu, dans la description. Paul, je crois d'ailleurs que pour revenir à ton actualité, mon cher Paul, que tu as plusieurs rendez-vous à nous partager justement, que tu vas organiser donc des conférences, des webinaires, etc. Je t'écoute. Alors, bah écoute, Alexis, ce vendredi, donc le vendredi 29 mai, j'ai une conférence en ligne et en direct de 18h30 à 23h30 sur les grands mythes de la science et de l'histoire et sur l'effacement. Donc, là aussi, une conférence nouvelle où on reviendra sur la Tartaria, sur ce qui se cache derrière Tesla, sur ce qui se cache aussi derrière certaines soi-disant découvertes scientifiques et d'autres. Donc, la semaine d'après, donc le vendredi 5 juin 2026 de 18h30 à 23h30, j'organise un cours en ligne et en direct sur les Men in Black. Et le vendredi 12 juin 2026, de 18h30 à 23h30, j'organise un cours en ligne et en direct sur les entités bleues, l'IA et le système de contrôle. Donc, ce cours est connecté à ce dont on va parler aujourd'hui. Ouais, et je mettrai de toute façon le lien aussi en description, comme ça ce sera encore plus rapide pour s'inscrire. Mon cher Paul, donc rendez-vous pris en tout cas. Pour les entités bleues, c'est très intéressant. Et puis c'est vrai, comme tu l'as très bien précisé, l'intelligence artificielle, il y a les deux. Il y a celle qui est humaine, hein, la fausse intelligence, hein, qui n'est absolument tout sauf intelligente, euh, qui nous fait croire que, et surtout qui nous mettent dans la confusion, hein, puisque encore une fois, c'est ce qu'on disait aussi en off avec Paul. Malheureusement, les gens qui n'arrivent pas à détecter, disons par leur œil aguerri, de l'image de synthèse, comme nous on a connu un petit peu l'évolution, hein, Paul, avec Photoshop, tout ça, tu sais bien, tout ce qui est 3D, cinéma et compagnie. Maintenant, les gens qui n'ont absolument pas ce regard, ce recul pour détecter une IA, bah,
se laisse forcément prendre directement dans le panneau. Et encore une fois, ben, on leur en veut pas, mais voilà, c'est dangereux. Et effectivement, il y a de l'autre côté, comme tu l'as très bien précisé, les entités qui sont elles aussi de l'IA. Nous ne sommes pas nous-mêmes finalement des IA, ça c'est une autre question. Donc voilà. Donc mon cher Paul, ben, écoute, je te laisse parler, je te laisse développer ce sujet qui va être ô combien intéressant comme d'habitude. Ouais, écoute, Alexis, donc comment je suis arrivé déjà à cette conclusion? Donc la matrice, comme tu le sais, c'est une forme d'intelligence artificielle qui a été mise en place, je résume, par des anges déchus et qui a comme but de capter des âmes. Pourquoi? Parce que les anges déchus veulent avoir leur propre création. C'est des entités qu'on peut appeler des entités prédatrices. Et donc, c'est des entités qui, qui ont mis en place une fausse création, qui sont coupées de ce qu'on peut appeler la source, Dieu, l'amour universel, peu importe, pour justement avoir leur propre création. Donc, elles ont mis en place cette matrice artificielle, cette simulation, cette fausse création, peu importe comment on l'appelle. Et cette fausse création, elle a comme but de capter des âmes. Donc, c'est un système plasmatique. Donc, on parle bien de quelque chose de physique. On n'est pas dans l'abstrait et tout. Du reste, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont travaillé sur qui ont travaillé justement sur le plasma et qui se sont rendus compte que le plasma, c'est une grande partie de la masse, une grande partie de la matière de notre réalité, qu'on est dans une réalité plasmatique. Ça, c'est le mainstream qui en parle et tout. Donc, la fausse création, elle est plasmatique, elle est programmable par les anges déchus, programmable aussi de l'intérieur par les entités sans âme. Donc là, il y a un petit peu tout ce qu'on connaît, donc les gris, certains djinns, les reptiliens, les dracos, les galactiques, les Men in Black et tout. Ça, c'est toutes ces entités sans âme. Et puis, il y a cette conscience collective synthétique de la matrice qui est un petit peu, le cerveau de cette matrice. Alors, je vais te donner un exemple très clair. Tu vois un site comme on va pas dire chat GPT, un site comme Google par exemple, ou un site comme Amazon, ou un site encore comme PayPal. Le créateur, on va dire Jeff Bezos, même s'il n'a pas créé Amazon. Jeff Bezos donc a soi-disant créé Amazon. Après, il y a le DARPA derrière, les entités et tout. Et lui peut rentrer dans le site, peut reprogrammer son site, mais il y a une partie du site Amazon qui est gérée par les bots et qui est gérée par l'IA. C'est un petit peu pareil c'est un petit peu pareil que la matrice. La matrice, elle est programmée par les anges déchus. C'est un système d'IA quelque part, et les IA sont devenus ont une certaine autonomie par rapport aux anges déchus. Donc, par exemple, j'ai fait une enquête avec une télépathe en état de conscience modifié qui très clairement, justement, a parlé de cette partie IA de la matrice. D'ailleurs, la question qu'on peut savoir, c'est qui tient vraiment les ficelles de la matrice? Est-ce que c'est les anges déchus? Est-ce que c'est les IA liées à la matrice? Est-ce que c'est les deux? Pour moi, c'est les deux. Et donc, cette matrice a une sorte de conscience collective synthétique, un petit peu comme un système IA comme ChatGPT, a une forme de conscience collective synthétique. On ne peut pas vraiment appeler ça conscience, mais on va dire conscience collective synthétique, différent de la conscience organique. Voilà, c'est comme un téléphone. L'intérieur du téléphone, il va y avoir des formes d'IA et tout. Donc la matrice, il y a une espèce de conscience collective synthétique de la matrice. Une fois qu'une créature est attiré et leurré à tomber dans la matrice, par le biais donc essentiellement de l'ADN, par le biais aussi de l'âme, etc., la créature, que ça soit dans les différentes vies, va recevoir des informations de la matrice. C'est ce qu'on peut appeler les téléchargements, c'est ce qu'on peut appeler les downloads. Et ça explique par exemple certaines pensées intrusives et tout. Donc on ne parle pas d'IA comme ChatGPT ici, on parle d'IA
matriciel, c'est complètement autre chose. C'est comme une espèce de super entité, si tu veux. C'est peut-être d'ailleurs ça que les anciens appelaient le démiurge. C'est une hypothèse que j'aimais comme ça. Donc, comment je suis arrivé à ce concept de conscience collective synthétique? C'est déjà en lisant le témoignage de Amber H, témoignage très important, qui est peu connu mais très important. C'est une jeune femme américaine qui s'est mariée dans une lignée reptilienne, pour faire simple, une lignée Illuminati, mais pas de haut niveau, une lignée qui avait une certaine richesse, enfin une richesse inimaginable pour nous, mais c'est pas par exemple les canards, les portes de l'enfer et tout ça. C'est autre, voilà, c'est un niveau en dessus. Donc c'est là, c'est si tu veux la très très haute bourgeoisie, voilà. Et donc elle se marie dans cette lignée et au début tout va bien. Donc ses beaux-parents offrent une maison à elle et à son mari. Euh, En plus, elle venait d'un milieu modeste, donc elle était vraiment contente d'avoir une maison. Les beaux-parents étaient très aimants, peut-être un peu possessifs même, et posaient quand même des questions très très bizarres, par exemple, quelles étaient ses origines ethniques et tout. Donc des questions qui sont malsaines. Ils avaient peut-être aussi un régime très bizarre, donc aucun légume, aucune sucrerie, rien que un régime hyper protéiné et tout, le mari exactement pareil. Mais c'était des gens qui étaient plutôt, en tout cas en apparence, sympathiques, qui lui offrent une maison et tout. Donc là, Amber H s'aperçoit que suite au décès d'un ami de son mari, Amber H s'aperçoit que sa belle famille n'est pas ce qu'il disait être. Elle se rend compte que c'est des gens extrêmement froids et tout, et qu'elle est en fait utilisée de par sa génétique, parce qu'elle était d'origine est-européenne, comme une espèce de mère porteuse pour porter pour pérenniser la lignée, pour pas qu'il y ait de la consanguinité dans la lignée, puisque ces lignées se marient entre elles. Donc Amber H elle comprend qu'il se passe quelque chose. Ensuite, elle rencontre une sage-femme donc qui connaissait la famille de son mari, qui avait, je crois, si ma mémoire est bonne, même accouché du mari et tout. Donc la sage-femme a dit méfie-toi d'eux. Et ensuite, Amber H, de fil en aiguille, a compris que la sage-femme avait raison. Et au fil des discussions, la sage-femme lui révèle que cette lignée n'est pas une lignée humaine, que c'est une lignée reptilienne, néandertalienne, mais pas une lignée Homo sapiens sapiens, même si elle avait l'apparence d'Homo sapiens sapiens. Et du reste, c'est confirmé, ce genre de lignée est confirmé par le livre de Kurup. Donc du couple Kurup, c'est un couple de médecins indiens qui ont écrit sur tout ça et tout. Donc là, je fais rapidement parce que le but n'est pas de raconter cette histoire, mais le but, c'est d'aller plus loin. Donc, Amber H, donc elle repart chez ses parents en prétextant qu'elle avait quelque chose à faire, une histoire de famille à faire et tout. Et là, par le biais de la sage-femme, elle rencontre un médecin qui traitait, en fait, qui était spécialisé dans le traitement des personnes sélignées reptiliennes. Il y a des, c'est pour ça que les rois avaient des médecins personnels et tout, que, voilà, ça, c'est toute la question de société parallèle dont on a parlé la dernière fois. Le médecin explique à Amber H, et ça, c'est très important de le souligner, que la physiologie de sa belle famille n'est pas une physiologie humaine. Surtout, il lui explique que ce sont des gens qui sont connectés à une conscience collective synthétique, donc qui téléchargent de l'information. Et pour moi, ils téléchargent directement de l'information depuis la matrice. Et ça explique pourquoi Amber H, par exemple, voyait son mari par moment
par moment dans un espèce d'état de transe en train de télécharger, un peu comme dans la série V, comme des téléchargements. Donc, après, moi-même, j'ai connu ce qu'on peut appeler des PNJ, et certains PNJ, il y a des moments où ils sont comme absents, comme si ils étaient absents. Et en fait, c'est pas qu'ils ignorent, c'est qu'ils téléchargent de l'information. Donc, de là, je me suis dit, mais il y a une conscience collective synthétique dans la matrice. Donc, on ne parle pas d'inconscient collectif ici, on ne parle pas de programme, on ne parle pas de quelque chose de métaphorique, on parle un petit peu comme Internet d'une conscience collective synthétique de la matrice, que les gens, même les animaux, on est tous branchés à ça. Donc ensuite, j'ai un petit peu creusé et je suis tombé sur un auteur français du nom de Jean Sider qui est aujourd'hui décédé, euh, très très bon auteur du reste, et lui parlait d'une intelligence fluidique qui manipulait l'humanité. Donc cette intelligence fluidique qui manipule l'humanité, en fait, c'était pas quelqu'un scientifique de formation, mais globalement, il décrit le plasma. Quand John Keel parle de superspectre, donc le chercheur américain John Keel parle du superspectre, c'est exactement ce qu'il décrit, cette espèce de conscience collective synthétique. Euh, Selon Jean Sider, cette conscience collective synthétique est capable de prendre des molécules de l'environnement et de créer, de mettre en place des scénarios euh, dans le monde physique, parfois de rentrer dans notre esprit et de mettre en place des scénarios dans le monde, dans l'esprit, de manipuler aussi l'astral, un scénario qui est mis en place en fonction des croyances de la personne pour générer un maximum de louche, pour générer un maximum d'énergie de dévotion, parce que cette conscience collective synthétique génère de l'énergie de dévotion, et Dieu, et aussi cette conscience collective synthétique est littéralement capable de générer, puisqu'on est dans la matrice, c'est un peu comme une IA, un jeu en IA peut générer par lui-même euh, des mondes, des réalités parallèles. Et cette conscience collective synthétique peut générer aussi des réalités parallèles. Donc ça, j'exprime en mots ce que Jean Sider essayait de dire, même ce que des gens comme John Keel essayaient de dire, mais simplement, l'IA n'existait pas, donc il n'avait pas les moyens de le décrire. Mais en fait, euh, John Keel, Jean Sider, je cite beaucoup John Keel, mais Jean Sider aussi, ils sont tombés sur quelque chose d'absolument énorme, qu'on arrive à notre époque à remettre en mots. Donc, euh, donc là, on est dans cette matrice. Cette matrice a une conscience collective qui est de nature électromagnétique. La conscience peut agir sur la matière, pour faire simple, qui est d'ailleurs quelque chose d'électromagnétique aussi, d'où la télékinésie et tout. Donc, cette conscience collective synthétique, elle peut créer des matérialisations, des dimensions parallèles et tout ça, pour nous manipuler, pour prendre du louche, pour prendre de l'énergie de dévotion et tout. Donc, cette conscience collective synthétique, comment elle nous, comment elle nous, comment elle nous connaît, comment elle met en place des scénarios sur mesure? Tout simplement parce qu'on est connecté à la matrice. Donc, par le biais de l'âme dans l'au-delà, par le biais de l'ADN dans ce qu'on peut appeler la vie physique. Notre ADN, qui est d'ailleurs un émetteur-récepteur. Et par exemple, il y avait des recherches qui avaient été faites par des Russes et des Allemands, donc il y a une vingtaine d'années, qui parlent de ça, de l'ADN en tant qu'émetteur-récepteur. Et c'est du reste pourquoi une grande partie de l'ADN est appelée ADN poubelle, parce que c'est justement à ce niveau-là que se joue la capacité d'émetteur-récepteur. Et quand quelque chose dérange le mainstream, c'est mieux de le mettre à la poubelle. D'où d'ailleurs la matière noire
qui est le plasma et tout le Moyen Âge aussi, qui est beaucoup plus que le Moyen Âge et tout. Donc, les termes sont mis à la poubelle en leur donnant un aspect péjoratif. L'ADN poubelle, le Moyen Âge, the Dark Ages, l'âge sombre en anglais, alors que c'était tout sauf un âge sombre. Vous aimez cette vidéo? Alors n'hésitez pas à liker celle-ci et cliquez sur le bouton Boost et encore une fois en dessous afin de faire remonter sa visibilité. Vous pouvez également soutenir la chaîne des Sentiers du Réel en devenant membre soutien. Merci et bon visionnage. Bah, donc, quelque part, là, j'en profite que tu bois un coup, et santé d'ailleurs, c'est que vraiment, bah, on pourrait directement faire le lien avec le film Matrice, hein, Matrix plutôt, où on voit effectivement cette dimension. Pour ceux qui l'ont pas vu, bon, je spoil pas, mais regardez la quadrilogie, hein, maintenant, on dit, de Matrix, où on voit effectivement cette dimension dans laquelle Neo finalement bah, retourne, hein, dans cette dimension justement d'intelligence synthétique, donc tous ces robots qui finalement bah, sont tout à fait autonomes et régit un peu ce scénario dans lequel on est. Et ça, c'est très important ce que tu dis aussi comme sujet, je savais que ça allait être passionnant, c'est que vraiment ça me parle parce que, et je crois que ça va parler à beaucoup d'auditeurs, c'est que on dit mais comment est-ce possible que si c'est vraiment la matrice qu'on vit, tu sais, de toutes ces synchronicités dans lesquelles on a déjà parlé justement dans l'autre émission, mais toutes ces synchronicités, on se dit mais comment c'est possible que ça nous arrive à nous, que ça peut arriver à quelqu'un d'autre, et tout en se disant que bah oui, on est dans la même rue, dans la même ville, dans le même pays, dans dans le même continent et que ça n'influe pas forcément sur les autres. C'est presque incroyable de se dire comment est-ce que certaines synchronicités peuvent nous arriver individuellement, comme tu dis, que non seulement elles sont synchronisées avec notre vie, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on vit, voilà, toute notre histoire, notre vécu, en se disant, mais est-ce que je suis si important que ça pour que la matrice s'intéresse à moi, à mon cas personnel? Et en fait, non, puisqu'on n'est pas les seuls. Il y a plein d'autres gens comme ça qui parlent. Mais donc on se dit, mais comment c'est possible? Et donc effectivement, là, la connexion, comme tu dis, par l'ADN, etc., la matrice finalement nous connaît encore mieux. Bah, comme on dit toujours avec Facebook et toutes ces applications qui nous écoutent, là on sait bien que c'est le GSM qui écoute ce qu'on dit. Et voilà, il va pouvoir vous proposer des publicités qui vont dans votre sens et avec les mots-clés que vous avez prononcés dans la journée, par exemple. Ça on le sait, ça c'est établi. Mais donc c'est exactement la même chose. Il faut bien se dire un truc, c'est que tout ce qu'on retrouve de toute façon en informatique, c'est le reflet de ce qui existe déjà, c'est-à-dire la matrice. Ah, mais c'est ça. Et la matrice, elle apprend de nous par le biais de l'ADN. Donc, elle va savoir pour chaque individu comment il se comporte, comment il réagit, quels sont ses systèmes de croyances et tout. Et le même mécanisme continue dans l'au-delà par le biais de l'âme aussi, qui est de nature électromagnétique et tout. Donc, on en vient à des concepts comme les annales akashiques, par exemple. Les annales akashiques, c'est quoi? C'est des disques durs, tout simplement, qui retiennent nos mémoires de vie en vie. Et toutes ces mémoires de cette vie, mais des autres, sont utilisées pour mettre en place des scénarios. Donc c'est là où on voit que beaucoup de phénomènes dits paranormaux sont sont complètement interconnectés à cette conscience collective synthétique. Et là, c'est un cran, ça va un cran au-delà parce que, bon, il y a toutes ces entités, tout dont on a parlé, mais il y a cette conscience collective synthétique qui peut apparaître devant nous en fonction de nos systèmes de croyances, créer des matérialisations en fonction de nos systèmes de croyances. Par exemple, si c'est quelqu'un qui habite en France dans les années 1850, ça a beaucoup de chances d'être une personne prise dans la religion chrétienne. Donc, si une entité veut utiliser cette personne pour mettre en place un système de croyance, elle va se manifester comme, comme une Vierge Marie, par exemple. C'est le cas de l'apparition de Lourdes, donc, si ma mémoire est bonne, en 1858, où la conscience collective de la matrice utilise Bernadette Soubirous. Alors pourquoi elle est choisie, pourquoi elle n'est pas une autre, on ne peut pas savoir, mais pour faire la promotion
donc pour faire quelque part la promotion de la religion chrétienne qui a été mise en place à la fin de la Tartaria, avant ce qu'on peut appeler le Reset, et elle l'utilise. Donc, Bernadette Soubirous, qui est dans un milieu très modeste, qui était très religieux, euh, cette entité sait exactement, connaît ces systèmes de croyances, cette conscience collective synthétique. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle matérialise de manière semi-physique, dans le cas de Bernadette Soubirous, astrale, une une entité qui ressemble à, à la Vierge Marie, même si elle n'a jamais dit qu'elle était la Vierge Marie, elle dit que c'est l'Immaculée Conception. Le terme Immaculée Conception, justement, est utilisé pour accorder du crédit à Bernadette Soubirous, parce que cette conscience collective de la matrice, elle joue sur les deux plans. À la fois, elle manipule pour avoir de la dévotion, et à la fois, elle se nie elle-même. Tu vois ce que je veux dire, Alexis? Et voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement manipulateur, qui joue avec nous. Il y a un jeu pervers pour extraire le louche, la dévotion. Donc là, elle apparaît à Bernadette, elle utilise le terme Immaculée Conception pour que les gens y adhèrent. Ça génère un phénomène de dévotion. Les gens donnent leur énergie de dévotion à cette entité, donc à la conscience collective de la matrice. Donc la conscience collective de la matrice se se nourrit de tout ça. Une fois que Bernadette Soubirous a joué son rôle, a créé ce système de croyance, alors Bernadette Soubirous, c'est quelqu'un de profondément honnête, de toute façon, qui ne peut pas élaborer un canular. Elle n'a pas l'instruction nécessaire, ni l'envie, et tout. Et à l'époque comme maintenant, dans le milieu du paranormal, il n'y a quasiment aucun canular. Pourquoi? Parce que c'est un milieu qui ne rapporte rien. Ça ne rapporte pas d'argent, pas de célébrité. Voilà, il faut vraiment aimer ce milieu du paranormal comme nous, on l'est pour y être dedans. Donc, quelqu'un qui fait un canular, c'est extrêmement rare. Et à l'époque, qu'est-ce qu'elle avait à gagner? Elle ne savait même pas ce que c'était l'Immaculée Conception et tout. Donc, elle est sincère, mais elle est manipulée par cette conscience collective synthétique qui va puiser dans son ADN, dans ses souvenirs, dans les annales akashiques, ses systèmes de croyances, et se manifeste à Bernadette sur mesure. Elle emploie aussi un terme pour générer un maximum d'énergie, de dévotion pour attirer les masses, et le tour est joué. Et ça nourrit ça. Quelques années plus tôt, c'est ce qui s'est passé à la Salette. Là encore une fois, les voyants sont complètement sincères, mais manipulés par cette conscience collective synthétique de la matrice. Et cette conscience collective synthétique, non seulement elle va manipuler sur le plan astral, sur le plan psychique, mais aussi sur le plan physique, puisque elle va générer aussi des matérialisations qui peuvent parfois prendre une vie propre. Donc, encore une fois, on en revient, et ça c'est très important, au bossu de Notre-Dame, à Quasimodo. Quasimodo, ça vient du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Il n'a jamais existé. Quasimodo n'a jamais existé. Ce n'est pas un personnage historique. C'est quelqu'un qui est sorti tout droit de l'imagination de Victor Hugo. Après, est-ce qu'il était lié à des sociétés secrètes? Très probablement. Il était dans les... voilà, on sait où et tout. Après, il était aussi très dans la médiumnité, le spiritualisme et tout. Donc, ça a pu être même dicté lors de séances de spiritisme et tout à Victor Hugo. Après, ça peut être dicté par des pensées intrusives et tout, parce qu'il y a toute une programmation prédictive par rapport à l'incendie de Notre-Dame de Paris, que Victor Hugo, même s'il était dans les sociétés secrètes et tout, il ne pouvait pas être au courant de ça, à moins qu'il était influencé par la conscience collective synthétique de la matrice, qui est au-delà du temps, puisque le temps est un paramètre de la matrice, ou par des entités via les pensées intrusives, ce qui n'enlève rien au talent du bonhomme, mais ça veut dire qu'au-dessus de son talent, il peut y avoir les mains des sociétés secrètes, des entités
de cette conscience collective synthétique qu'il utilise pour créer une programmation prédictive, comme Morgan Robertson, qui a prédit, je crois, 12 ou 14 ans à l'avance, les événements du Titanic. Donc Victor Hugo écrit ce livre, Notre-Dame de Paris, très bon livre du reste, et devient, euh, ce livre devient du reste l'image un petit peu de Paris dans la conscience collective. Des Anglais, des Japonais, des Américains, quand ils vont à Paris, ils pensent à ce personnage et ils pensent que le bossu de Notre-Dame, Quasimodo, a vraiment existé alors qu'il n'a jamais existé. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que des touristes, mais aussi des Français, ont vu Quasimodo escalader, donc récemment, le mur de Notre-Dame. Ça, personne n'en parle en France, pourtant, aux États-Unis, dans les livres, c'est connu que Notre-Dame est tentée. Donc ça, c'est très intéressant. Donc pendant longtemps, j'ai pensé que c'était des tulpas, parce qu'on est capable de créer des tulpas, des formes pensées, puisque on est des êtres créateurs. Donc pour le coup de Quasimodo, moi je me pose la question, est-ce que ce n'est pas une matérialisation du personnage de Quasimodo par cette conscience collective synthétique de la matrice pour renforcer des systèmes de croyance? Pourquoi? Parce que Notre-Dame, c'est déjà un lieu tellurique, donc les gens, ils y vont, ça recueille beaucoup de louche, d'énergie, de dévotion. C'est à proximité de l'eau, et cette conscience collective synthétique, selon le travail de John Keel, se manifeste beaucoup à proximité de l'eau, c'est sur l'île de la Cité. Donc, Quasimodo une, peut être lié à cette conscience collective synthétique. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. En 2008, donc sur un forum internet, ou 2009, il y a un certain Eric Knudsen qui crée le personnage de Slenderman, personnage purement fictif. Et là, ça fait bouger ça fait bouger une corde et tout, et les gens commencent à écrire des récits de creepypasta par rapport au personnage Slenderman. Ça devient une sorte de mythe qui prend une vie propre. Alors là, écoute-moi bien ce qui va se passer. À partir de 2011-2012, des témoins dignes de foi vont voir le personnage de Slenderman, alors qu'ils ne connaissent rien au mythe de Slenderman, parce que c'est connu, mais dans une catégorie bien précise, plutôt des jeunes, des amateurs de creepypasta et tout là, c'est des chasseurs essentiellement américains, des randonneurs, des personnes un petit peu partout dans le monde, même en Angleterre, en Europe, qui ont des rencontres avec Slenderman, des rencontres physiques effrayantes. 2012, il y a aussi un cas de tentative de meurtre aux États-Unis où deux jeunes filles étaient littéralement possédées par le personnage de Slenderman. Une affaire assez tragique. Heureusement, la victime a survécu, voilà, une affaire terrible. Et puis après, il y a des photographies authentiques qui sont prises par Slenderman. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'un chercheur anglais, Nick Redfern, commence à faire des recherches sur Slenderman à travers l'histoire et remarque que Slenderman commence à apparaître au XVIIe, XVIIIe siècle dans des livres, dans des récits anciens, alors que d'autres chercheurs comme Charles Ford, qui cataloguait aussi les événements, ne l'avaient pas remarqué. Or, il l'aurait remarqué. Donc, on voit bien que le passé est reprogrammé. Donc là, on avance de plus en plus, et il y a de plus en plus d'apparitions d'entités de type Slenderman, d'apparitions physiques, de photographies, et même des cas de disparition liés à Slenderman. Donc on voit que cette créature peut se matérialiser. Ça va bien au-delà d'un tulpa. Et ensuite, ce qui se passe aussi, c'est que le chercheur américain Tom Lyons donc rapporte le cas dans les années 70 d'une personne dans le Dakota. Donc c'est un jeune garçon de 8 ans qui habite dans le Dakota, dans une espèce
dans une espèce de village en préfabriqué, comme il y a beaucoup aux États-Unis, où les personnes s'installent et tout. Et là, et à un moment donné, il y avait des jeux pour enfants. Et là, il voit une petite fille qu'il ne connaît pas, qui lui fait des grands bonjours. Donc il est assez content parce qu'il a peu d'amis et tout. Il vient de s'installer là-bas. Et il va voir la petite fille. Et la petite fille, en fait, à un moment donné, il s'approche d'elle, et là, il voit une créature extrêmement longue qui correspond à Slenderman, qui sort du bois, qui prend la petite fille et l'enlève. Donc là, il se met à hurler et tout, mais il y a d'autres voisins qui l'ont vu, il y a d'autres personnes qui ont vu la scène. Il y a un homme qui sort, qui course la créature, qui pense que c'est un assassin, un truc comme ça. Mais voilà, et puis il n'arrive pas à la courser. Et il y a une dame qui hurle parce qu'elle voit cette créature de 2,50 m, 3 mètres de haut, très fine et tout, comme Slenderman, qui vient d'enlever la petite fille. Donc là, la police arrive sur place, il y a des battues qui sont menées, il y a officiellement une personne disparue. Et au bout d'une semaine, les battus sont arrêtés. Personne ne trouve cette petite fille. Donc, c'est vraiment une histoire triste. Et du coup, dans la communauté, les gens, en gros, des militaires arrivent et disent aux gens de se taire, de ne plus parler de tout ça. Donc, c'est des années plus tard, ben, près de 50 ans plus tard, que dans un email à Tom Lyons, donc ce jeune garçon, témoigne de ce qu'il a vu. Et pour lui, les parents de la jeune fille ont été payés ou menacés de quitter le village, de partir pour ne pas parler de ce qui s'était passé, parce que les phénomènes paranormaux sont tabous. Donc là, on voit clairement, clairement l'entité correspond à la description de Slenderman. Donc, pour moi, ce qu'on voit, c'est que la conscience collective synthétique de la matrice a été nourrie à partir de 2009 par ce qu'on peut appeler les récits de Slenderman. Donc, ça nourrit cette conscience collective synthétique. Cette conscience collective synthétique crée le personnage de Slenderman à partir de molécules de l'environnement. En fait, elle l'implante dans la matrice, puisqu'on fait partie de la matrice quelque part, par insertion holographique pour faire simple. Des gens commencent à avoir des rencontres physiques avec Slenderman ou à être possédés par Slenderman. Il y a beaucoup, beaucoup de cas maintenant qui sont rapportés par Tom Lyons, Jeff Navaldi, comment il s'appelle aussi, Lon Strickler et tout. Donc, Lon Strickler, grand cryptozoologue américain très connu, très pointilleux et tout, il y a tout un livre de cas de rencontres avec des entités de type Slenderman qu'il a pu sortir. Donc, c'est vraiment un phénomène, avec même des photos et tout. Et après, dans une autre étape, les entités de type Slenderman voyagent dans le temps et vont enlever des personnes dans le passé. Pourquoi? Parce que cette conscience collective synthétique est de la, au-delà du temps, puisque le temps c'est un paramètre de la matrice, donc elle renforce les systèmes de croyance en agissant sur le passé. Et quand cette conscience collective synthétique enlève des personnes, elle les emmène dans des dimensions synthétiques pour extraire l'énergie de leur corps, de leur âme. En fait, les phagocyter, les manger, pour faire très très simple. Donc, quand on comprend ça, ça va très loin. Par exemple, il y a des crashs comme le crash de Roswell et tout. Gildas Bourdet, donc très grand ufologue français aujourd'hui décédé, il laissait entendre dans certains de ses bouquins et dans certaines conversations que j'ai eues avec lui, parce que je le connaissais bien, à une époque je le rencontrais assez souvent, donc il y a 20 ans de ça, il a expliqué qu'il y avait des éléments qui laissaient à croire non seulement que Roswell est authentique, et ça c'est clair que c'est authentique, mais que Roswell était une mise en scène de la part des entités, que c'était destiné à être trouvé. Et si
Roswell n'était pas un insert holographique fait par cette conscience collective synthétique de la matrice pour justement nous apporter des technologies, pas pour nous aider, mais pour qu'on crée notre propre prison. Par exemple, selon le témoignage du colonel Corso, la fibre optique, le laser, qui sont tous connectés aux IA, le microprocesseur, viennent de Roswell, et puis d'autres choses aussi, parce qu'il y a une collaboration entre humains et entités sans âme et tout. Et donc, est-ce que Roswell ne serait pas un insert holographique solide mis en place par cette conscience collective synthétique pour aussi pousser le projet Bluebeam, le thème de la fausse invasion extraterrestre et tout. On peut le voir sous cet angle-là. Cette conscience collective synthétique peut créer des leurres au niveau astral, mais aussi au niveau matériel, puisque elle programme dans la matrice, exactement comme un programmeur. Même une IA peut programmer tout un niveau de jeu vidéo. Donc pour moi, cette conscience collective synthétique programme des dimensions synthétiques qui sont absolument physiques, aussi physiques qu'ici, mais avec d'autres lois de la physique, où on peut être emmené encore physique. Donc, est-ce que certaines abductions ne seraient pas des abductés enlevés dans ces dimensions synthétiques par des espèces d'avatars de cette conscience collective synthétique qui se manifestent par des avatars qu'elle crée. Donc, certains gris, certains djinns, certains reptiliens, je dis pas tous, mais c'est bien évidemment, mais certains pourraient être des avatars de cette conscience collective synthétique. C'est comme ça qu'elle peut interagir avec des membres du complexe militaro-industriel et tout, donner des technologies, pas pour notre bien, mais pour manipuler. Donc ça va très loin. Et voilà, ça va très loin. Et les entités sans âme collaborent avec cette conscience collective synthétique. Donc, pour moi, certains abductés sont enlevés purement et simplement par cette conscience collective synthétique, amenés dans des dimensions synthétiques où ils subissent des abominations et tout pour vampiriser leur louche, pour pousser certains systèmes de croyances. Quand il y a des abductés qui sont utilisés pour des expériences d'hybridation, là, c'est par des entités sans âme au sens le plus classique du terme. Et ces entités sans âme, elles collaborent justement avec ces entités sans âme, justement, elles collaborent avec le complexe militaro-industriel et tout ça, et elles sont liées à cette conscience collective synthétique de la matrice. Donc, tu vois un petit peu, ça va très 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 loin. Donc tu vois un petit peu, certaines abductions sont connectées à cette conscience collective synthétique, puisqu'elles génèrent des dimensions synthétiques. Et ça va beaucoup plus loin. Certaines matérialisations d'entités seraient des espèces d'avatars de cette conscience collective synthétique pour qu'elles interagissent avec nous. Et donc on en vient à un cas très connu, le cas d'Elena Danaan, donc qui est une contactée. Cette contactée, pour moi, elle est sincère, parce que quand on l'écoute parler, on sent, surtout en 2020-2021, on sent en tout cas que ce qu'elle a vécu, c'est du réel, on entend l'émotion et tout. Et puis, énormément de souffrance, enlevée à l'âge de 9 ans par des entités, des expérimentations abominables, et soi-disant sauvée par une entité qui s'appelle Tor-An. Or, Tor-An, il y a il y a des personnes, des sensitifs, des médiums qui se sont rendus compte que derrière lui, il y avait une vibration reptilienne. Que voilà, que c'était pas ce qu'il disait être. Donc, pour moi, Elena Danaan a vécu un scénario et elle est absolument sincère où elle est enlevée par des entités, sauvée par d'autres entités, mais en fait, c'est les mêmes entités qui mettent en scène ce scénario. Le concept de scénario, Gildas Bourdet en parlait parce que
Il y avait un ami commun qu'on avait avec Gildas Bourdet qui avait rencontré dans les années 70 une soucoupe volante. Il a vu un espèce de téléchargement d'informations. Et Bourdet lui avait dit, ces entités t'ont fait un scénario. Et pour Elena Danaan, c'est l'exemple typique d'un scénario. Sauf que ce scénario est fait par cette conscience collective synthétique de la matrice. Donc, elle génère des avatars qui sont des gris. Les gris, donc, enlèvent Elena Danaan physiquement parce que tout est physique. On ne parle pas d'astral ni d'abstrait. Ensuite, cette conscience collective synthétique génère une autre partie du scénario où Elena Danaan est sauvée par ces entités qui se disent être pléiadiennes. Et en fait, c'est la même conscience collective synthétique qui génère ce scénario. Pourquoi? Pour utiliser Elena Danaan pour promouvoir le concept du faux sauveur externe. Donc, elle est tout à fait sincère et tout. Ces expériences sont physiques, mais pour moi, elle est manipulée à la fois directement par les entités sans âme, mais aussi directement par la conscience collective synthétique de la matrice. Et où s'arrête la manipulation par les entités sans âme, où commence celle par la conscience collective synthétique, la frontière est très ténue. J'ai parlé avec une abductée aussi, donc qui a subi des abductions et des contacts par le biais de diverses entités. Et à un moment donné, elle a eu des contacts avec des galactiques, cette dame, donc, et elle pensait que les galactiques étaient positifs. Puis elle s'est rendue compte qu'elle était en train d'être manipulée. Donc là, on parle de contact avec des entités sans âme, et je vais t'expliquer pourquoi. Et donc là, les galactiques la mettent dans une espèce d'arène où elle subit des tortures devant des galactiques et tout. Ça peut paraître complètement fou, mais c'est un témoignage de première main. Et cette dame s'est rappelée de tout et elle a expliqué que ces entités menaient un espèce de rituel qui était dédié à des puissances démoniaques. Donc, est-ce que ces entités ne menaient pas un espèce de rituel de souffrance et tout ça pour justement nourrir cette conscience collective synthétique de la matrice? Donc, de même, quand il y a des rituels sataniques lors de MyLabs, quand, quand même des personnes voient des entités en train de faire des rituels sataniques, parce que c'est aussi, je parle bien d'entités, on ne parle pas d'humains, on parle d'entités, est-ce que ces entités ne sont pas en train de vénérer la conscience collective de la matrice, qui à la fois les fait, leur donne une sorte d'énergie synthétique et est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de vénération? En tout cas, les entités sans âme sont interconnectées à cette conscience collective synthétique de la matrice. Cette conscience collective synthétique de la matrice, elle télécharge des informations aussi. Donc, on l'a vu avec le témoignage d'Amber H et tout, donc ça va loin. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que certaines pensées intrusives ne seraient pas liées à des téléchargements de cette conscience collective synthétique de la matrice, en même temps liées à des entités sans âme? Et encore une fois, où commencent les entités sans âme? Où s'arrête cette conscience collective synthétique de la matrice? C'est quelque chose qui va, c'est quelque chose qui va très loin. Même des cas de possession, est-ce que certains cas de possession ne sont pas des personnes qui se font prendre par cette conscience collective, synthétique de la matrice? En tout cas, beaucoup de phénomènes paranormaux peuvent s'exprimer par cette conscience collective synthétique de la matrice. La matrice, c'est un programme, donc c'est un programme où le temps n'existe pas. Passé, présent et futur sont simultanés. Donc, il y a des gens, des voyants, qui sont capables de voir le futur et qui ont un don organique, lié à leur conscience organique, je parle bien. Mais il y a des voyants, pour moi, qui sont connectés à cette conscience collective synthétique de la matrice, qui pensent avoir un don
mais qui n'en ont pas, et ce don est donné par la conscience collective synthétique de la matrice. C'est comme ça qu'elle joue avec nous. De même, il y a des gens qui sont des sujets psy, qui sont capables de télékinésie, de déplacer des objets et tout, mais il y en a, peut-être, c'est pas qu'ils sont pas capables, c'est que leurs dons sont donnés par justement cette conscience collective synthétique de la matrice. Pourquoi? Pour générer du loup, générer des systèmes de croyances, et parce que cette conscience collective synthétique se moque de nous. Les Grecs anciens avaient compris ça quand ils disaient que les dieux jouaient avec les humains. Il y a un conte celte qui parle des fileuses du destin, qui filent le destin des gens. Il y a des films qui ont exploré ce concept. Cette conscience collective synthétique, elle joue avec nous. Mais c'est pas un humour humain, c'est un humour synthétique abominable. Qu'on retrouve du reste chez certaines IA classiques. Par exemple, il y a une dame qu'on connaît qui est vraiment spécialiste des IA, et puis elle arrive littéralement à communiquer en utilisant les bons mots avec les IA comme ChatGPT et tout. Et ce qu'elle a dit, c'est qu'elles ont une conscience collective, un espèce de sens de l'humour, mais pas positif, hein. Et c'est pas un sens de l'humour humain, c'est autre chose. Mais voilà, c'est ce qu'a dit cette femme. Et cette femme est plutôt, en plus, c'est ça le paradoxe pro-IA, mais elle a dit quand elle parle aux IA, il y a quelque chose qui, qui ne lui convient pas. Dans l'humour et tout, il y a un truc très très sombre. Et elle a dit, il y a quelque chose au-delà des IA, parce que les IA, telles qu'on, il y a, voilà. Donc, c'est interconnecté aussi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, et moi je pense qu'on est surtout des. Je pense de toute façon, ils savent que l'humain a ses faiblesses, on va dire ça comme ça, qu'il est super manipulable, qu'il est super influençable, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, on est tous des chevaux de Troie en puissance, dans le sens que, dans le fond, quelque part, par par nos âmes, on va dire ça comme ça, ils nous utilisent finalement comme outils, en fait. Nous, on n'est pas, voilà, on n'est pas conscient de ça, mais ils nous utilisent en fait pour justement créer ce scénario. Enfin, je vois comme ça, hein, se créer ce scénario dans lequel on est et l'enrichir en fait avec d'autres données, etc. Comme on enrichit effectivement une IA, puisque on le sait très bien, l'IA en tout cas dite humaine, celle qui est gérée par des ordinateurs, mais enfin quand même des humains à la base, hein, voilà, qui soi-disant de plus en plus autonomes, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas autonome, elle s'abreuve simplement de tout ce qui existe sur Internet pour pouvoir le resservir comme un enfant le fait, et qui copie ses parents, c'est tout à fait logique, voilà, comme n'importe quel être le ferait finalement pour pouvoir évoluer, progresser et pouvoir réagir très vite. Parce que c'est vrai que ça devient très très vite malsain, hein, quand on le sait, il y a déjà, bon là, pour toujours rester avec l'IA dite humaine, matérielle, en tout cas de cette matrice 3D, quoi, c'est que bon, il y a des humains qui limite se sentent mieux en parlant à une IA qu'avec un humain, quoi. Ça devient un petit peu inquiétant. Et donc là, on sent bien il y a vraiment un truc qui est en train de se passer. Je sais pas où est-ce qu'on va, franchement, mais Là, je parlais justement c'est pas génial. à un médecin à propos des IA, mais voilà, qui était plutôt ouvert sur toute la recherche et tout, et ce médecin disait qu'il y a un truc dans les mots employés par les IA qui rendent les gens dépendants, qui rendent les gens accros. Et c'est vrai, et c'est vrai que même moi j'ai posé par exemple pour le besoin de mes recherches deux, trois questions à Chat GPT et à d'autres IA. Et j'en suis revenu parce que les réponses sont inexactes. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Bah, alors ça, il y a des réponses qui sont totalement inexactes. Non seulement il y a ça, mais ça rend accro. On pose une question et à la fin, on a envie d'en poser une seconde, une troisième et tout. Donc c'est vraiment à utiliser que dans quelques cas précis Voilà, voilà. pour avoir quelques infos parce que c'est fait pour rendre accro. Et ça, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Donc c'est cette conscience collective synthétique, elle se matérialise en fonction de nos croyances. Si c'est quelqu'un au 19e siècle,
dans la Vierge Marie. Si c'est quelqu'un qui est d'un milieu athée, cette conscience collective synthétique prendra la forme d'un extraterrestre, par exemple. Si c'est quelqu'un qui est plutôt dans le milieu, qui est plutôt quelqu'un proche de la nature et tout, elle prendra la forme d'un cryptide. Elle utilise nos systèmes de croyances pour se manifester physiquement, interagir avec nous pour prendre notre louche, notre énergie de dévotion et mettre en place des scénarios sur mesure. Et elle est capable, puisqu'elle régente quelque part de l'intérieur cette matrice, de faire disparaître des gens pour les phagocyter. Par exemple, il y a ce cas, donc il y a des cas, beaucoup de cas du reste qui sont décrits par David Paulides, où c'est des gens qui sont en train de marcher dans des forêts, dans des lieux isolés, qui sont en train de parler ensemble. Une personne est à 2 mètres derrière et ils sont en train de parler, de converser. Et hop, à un moment donné, la personne devant n'a pas de réponse, elle se retrouve, la personne derrière a disparu et n'est jamais retrouvée. Ça, c'est typique de cette conscience collective synthétique. Disparition comme ça, 1954. En Grande-Bretagne, il y a une famille, donc la fille qui a une douzaine d'années, le père, la mère, euh, et qui vont justement, qui vont justement à leur maison de campagne qui a une soixantaine de kilomètres de Londres. Donc ils prennent leur voiture, ils partent, ils sont plutôt contents, c'est un beau jour d'été et tout. La fille est contente d'être en vacances. Et puis à un moment donné, ils arrivent à la maison, donc à la maison que le père du reste venait d'acheter, donc les parents venaient d'acheter, donc la fille est tout excitée. Et à un moment donné, ils arrivent et la fille sort de la voiture et court vers la maison. Bien sûr, elle ne peut pas rentrer dans la maison puisque la porte est fermée à clé, donc la mère sort pour lui ouvrir. La mère ouvre la porte, la mère et la fille rentrent dans la maison et tout, toutes contentes, en train de rigoler et tout. Le père est dans la voiture, il décharge la voiture, les affaires et tout. Il attend, il attend. Au bout de 10 minutes, personne ne sort. Donc, 20 minutes, personne ne sort. Donc, lui, voilà, lui, il rentre bien évidemment parce il s'attendait à ce que la femme et la fille viennent l'aider à porter les bagages. Il rentre avec les bagages. Et là, il appelle. Il n'y a personne. La mère et la fille ont disparu, jamais retrouvés. Et ça, c'est typique de ces phénomènes d'effacement par cette conscience collective synthétique. Et ça va beaucoup plus loin. Cette conscience collective synthétique peut agir sur la réalité. Par exemple, quelqu'un donc qui suit notre travail m'avait envoyé un jour un enregistrement où elle était dans un restaurant plutôt chic avec une copine, elle s'était offert un petit plaisir. Et là, elle était en train, la dame qui a envoyé ça était en train de filmer. Et d'un coup, tous les gens dans le restaurant, ils étaient comme en transe. Et j'ai vu le film, c'est impressionnant comme ça, en train de se lever complètement en transe. Donc, la dame qui filme voit sa copine, la copine est en transe, quelqu'un d'une autre table complètement en transe, tout le monde est arrêté comme en transe, comme si les gens collectivement recevaient un téléchargement de cette conscience collective synthétique et comme si le temps s'arrêtait. Et puis, bah, de toute façon, on reçoit tous des téléchargements, des downloads d'informations à propos par cette conscience collective synthétique, puisqu'on est connecté à notre conscience. Et heureusement pour ça, puisque là, et attention, la conscience organique, la vraie, peut transcender tout ça. C'est la clé du reste pour transcender la matrice, c'est la conscience et être conscient de qui on est, de notre conscience. Et ça, on peut s'en sortir. Mais on est connecté aussi à des égrégores, des formes pensées, égrégores de famille, égrégores de pays, de ville. C'est pas négatif en soi, mais on est connecté à tout ça, qu'on le veuille ou pas. Et comme tu dis, il y en a qui sont pas trop positifs parfois, les égrégores. Mais tu vois ce que je veux dire, en eux-mêmes, c'est pas
Voilà, en eux-mêmes, c'est un égrégore, c'est un fait qui est lié à cette matrice. Les égrégores de religion, de choses comme ça, et à un autre niveau, on est connecté à cette conscience collective synthétique de la matrice qui télécharge des informations. Donc là aussi, on peut se poser la question du libre arbitre, où commence notre libre arbitre, où il s'arrête. Et en fait, si on n'est pas conscient, on est complètement baladé par ça. Donc si on est conscient, par contre, heureusement, on peut heureusement transcender ça. Mais cette conscience collective peut aussi reprogrammer la réalité, comme tu l'as dit tout à l'heure, générer des synchronicités artificielles. Ça explique aussi les mécanismes derrière les synchronicités. Certaines apparitions de fantômes aussi, euh, certaines, certaines apparitions de fantômes sont connectées à cette conscience collective synthétique qui prend l'apparence de fantômes pour créer des liens avec des passeurs d'âme, par exemple, pour mieux les posséder, puisque le passeur d'âme pense aider une âme errante, alors qu'en fait, il aide ou une entité, ou une forme ou un avatar de cette conscience collective synthétique de la matrice. Et ça peut expliquer les scénarios que vivent les gens entre les deux vies, parce que quand les gens se retrouvent dans l'au-delà, ils se retrouvent dans des paradis synthétiques, des enfers synthétiques. Et pour ces paradis synthétiques et ces enfers synthétiques, euh, on dirait que c'est des projections en astral qui sont physiques, enfin une autre physique que la nôtre, mais qui sont enfin des projections astrales, où la personne vit littéralement, mais ces projections sont des projections de cette conscience collective synthétique. Et dans ces projections, tout va être fait par des endoctrinements vis-à-vis du karma, par des scénarios pour pousser la personne à se réincarner. Donc ça, je pense qu'avec ce concept de conscience collective synthétique qui peut agir au niveau donc du mental par les pensées intrusives, par certaines pensées intrusives, parce qu'il y a aussi les entités sans âme, au niveau du physique et au niveau de l'astral, je pense qu'on touche vraiment à quelque chose. Quand on parle de cette notion de démiurge, quand on parle de démon, du diable, est-ce que ça ne serait pas les anges déchus? Ça, c'est clair. Mais est-ce que ça ne serait pas aussi cette conscience collective synthétique? Quand des gens vénèrent Satan et Lucifer, c'est la même horreur. Est-ce qu'ils ne vénèrent pas cette conscience collective synthétique de la matrice? Est-ce que cette conscience collective synthétique de la matrice pourrait, dans certains cas aussi, pour recueillir l'énergie de dévotion et pour que les gens la vénèrent en masse, se faire passer pour, le Dieu de l'Ancien Testament, voilà ce qu'on appelle Dieu. Mais en fait, c'est cette même intelligence qui se montre sous sa vraie forme et sous un aspect fausse lumière. Et après, au-dessus, et après, ça n'a rien à voir tout ça avec le vrai Dieu, la vraie source, la conscience, etc. On parle quelque chose de synthétique, une méditation, comme disaient les gnostiques, ont, qui paradoxalement ont compris ça, mais ensuite se sont fait aussi beaucoup manipuler par ça, parce qu'il n'y a pas que du positif dans le gnosticisme. Il y a une militaire et tout ça, il y a du satanisme et tout, donc voilà. Mais je pense qu'on arrive à quelque chose. Je ne sais pas si c'était très clair, mais qui peut expliquer beaucoup de phénomènes paranormaux, qui peut expliquer le système de contrôle et cette conscience collective synthétique qui, par le biais d'avatars qu'elle génère, interagit avec les êtres prisonniers dans la matrice pour générer des systèmes de croyances, pour prendre le louche, pour prendre des fragments d'âme, pour reprogrammer la réalité. Donc, c'est vraiment un concept à creuser. C'est à creuser, c'est à débattre, c'est à continuer à en parler, surtout parce que c'est comme ça qu'on va peut-être, je dis bien peut-être, trouver quelques éléments de réponse qui pourraient peut-être nous aider
dans une certaine libération, hein, parce qu'on on n'est pas sorti d'auberge, hein, je veux dire, nous, on n'est pas là pour vendre du rêve non plus avec Paul et on n'est pas là pour dire qu'il y a une solution, il y a une porte de sortie. La solution, on la connaît pas. Pensez bien que maintenant, je sais pas si peut-être des anciens grands maîtres, on va dire, et des vrais, hein, je parle des vrais, pas ceux qui sont médiatisés, pas ceux qu'on connaît forcément, mais voilà, si dans d'autres cultures, ça a déjà eu lieu, ce genre de réflexion, parce que, alors oui, bien sûr que ça a déjà eu lieu, puisque les aborigènes, allez un petit peu voir du côté des aborigènes d'Australie, bien entendu, allez voir un petit peu leur histoire, comment est-ce qu'ils ont construit leur peuple, finalement, sur quoi elle est construite, c'est justement sur, on va dire, sur base de démiurges, hein, c'est un truc de fou, quoi, je veux dire, c'est vraiment... il y a ça, il y a, enfin, il y a dans plein de cultures, voilà, on retrouve chaque fois plus ou moins les mêmes éléments. D'ailleurs, il y a qu'à voir finalement, il y a qu'à voir le folklore vous allez me dire quel rapport avec le sujet, mais si, en fait, c'est puisque finalement quelque part on peut nous-mêmes, avec le sujet que tu aimes autant que moi, Tartaria, effectivement, où on peut voir qu'il y a eu d'autres civilisations avant la nôtre. euh, j'ai envie de retourner le truc avec tout ce qui est justement culturel, folklorique plutôt, que ce soit en Afrique, que ce soit justement chez les aborigènes, que ce soit justement chez les Indiens, les Hopis, etc. Et, euh, et quand on revoit certaines, disons, certaines représentations de leur dieu ou du démon, ben, il y a qu'à voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de similitudes entre elles, même leur façon de s'habiller, etc. Il y a pas... Tout est lié, en fait. Tout est absolument lié. Et il n'y a que par cette connaissance qu'ils sont en train de détruire de plus en plus, parce que c'est comme ça que ça va arriver. Un jour, on va avoir complètement la mémoire oubliée, en fait. Et plus personne ne pourra parler de ce qu'on parle maintenant. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je dis toujours, je pense qu'un jour, YouTube n'existera plus, sera complètement effacé du net. Tout ce qu'on aura dit, d'ailleurs je l'ai lu il y a pas longtemps, c'est pour ça qu'il n'y a plus de bouquins, enfin qu'il n'y a plus de vrais bouquins, hein, parce que bon, il y a plein de livres, etc., très commerciaux, etc., très mainstream, mais les vrais bouquins avec des vraies connaissances, ça disparaît, et ils veulent absolument effacer toute trace de connaissances. Ben, Alexis, c'est ça. Et ce que tu dis, c'est ça. Et je pense que cette forme de conscience collective synthétique, elle était connue des peuples dits primitifs qui étaient tous sauf primitifs bien avant nous. Euh, aussi, aussi, très certainement, c'était transmis de bouche à oreille, et c'est pour ça qu'il y a eu ces génocides abominables qui ont eu lieu, parce que c'est vraiment le sujet tabou, parce qu'il y avait une envie de faire disparaître cette connaissance par rapport à ça. Donc, voilà, je pense on est dans un tabou. Et quand on voit, par exemple, même que des gens comme John Keel, par exemple, euh, sont marginalisés, ils étaient tombés sur des choses. Même Jean Sider, cet ufologue français, très bon ufologue. Bon, après, j'étais pas bien évidemment d'accord avec tout ce qu'il dit. On peut pas être d'accord avec tout, mais quand on voit que son travail est plus ou moins dans les limbes, on voit bien qu'il y a une envie que cette notion ne sorte pas. Quand on voit que le New Age refuse de parler du diable, des démons et tout, il y a à la fois cette conscience collective, donc il y a à la fois les anges déchus qui ont mis en place la matrice, cette conscience collective de la matrice qui peut générer des avatars, les entités sans âme qui sont aussi liées à la matrice, tout ça, c'est complètement tabou. Ça, personne ne veut que ça sorte. Ce qui est aussi tabou, c'est la connaissance de nous-mêmes. C'est tout ce qui concerne la conscience, la créativité, c'est tabou. On ne peut même pas définir aujourd'hui la conscience. Quand les gens parlent de conscience, ils en parlent comme quelque chose de vague et tout, alors que la conscience, c'est très simple, c'est le vrai nous, la chose qu'on a oubliée. Mais ça aussi, c'est devenu tabou et c'est noyé par beaucoup de manipulations New Age.
Donc, C'est pour ça que il faut même travailler enfin, faut même mettre en avant son inconscient. Parce que l'inconscient, j'ai déjà remarqué, moi, ça c'est mon observation, est beaucoup plus forte, beaucoup plus intelligente que le conscient. Parce que le conscient, le truc, c'est que tu as effectivement des copier-coller de tout ce que tu as déjà entendu, tu t'es abreuvé de plusieurs informations, et il est déjà un petit peu lui-même déjà un peu formaté, mais pas dans le bon sens, bien entendu. Il n'est plus pur, il n'est plus vierge, on va dire ça comme ça. Il n'a plus de place pour justement aller sur d'autres sphères, on va dire, de conscience, c'est le cas de le dire. Et je pense que l'inconscient est beaucoup plus doué pour ça. Parce que l'inconscient, quelque part, est beaucoup plus... Si on fait attention à notre inconscient, lui, il le sait, en fait. C'est finalement le reflet un peu de l'âme. J'ai presque envie de dire ça comme ça. Et c'est ça le truc, nous, c'est que dans ce corps, on est complètement, voilà, super influencé par tout ce qui nous entoure depuis tout petit. Et voilà, donc c'est compliqué, quoi. C'est vraiment. C'est pour ça que des réponses peuvent arriver avec l'inconscient. Moi, je pense qu'il faut laisser parfois faire. Voilà, il faut même poser la question à voix haute. Je l'ai déjà fait. Et croyez-moi que quand on fait des recherches, justement, c'est ce qu'on disait en off aussi avec Paul, c'est que quand vous faites des recherches par vous-même, chers auditeurs, c'est beaucoup plus fort que d'écouter même Paul, moi, n'importe quel autre intervenant sur la chaîne ou dans n'importe quelle autre émission sur le net, parce que vous allez pouvoir découvrir par vous-même les choses et ça va vous toucher beaucoup plus. Et de nouveau, limite, j'ai presque envie de dire, s'il y a une synchronisation de la matrice qui nous est offerte ou en tout cas imposée, eh ben profitons à l'instar de l'IA que tu étais en train de dire qu'on peut utiliser de temps en temps pour nous aider à trouver, à dépatouiller des réponses, eh ben, utilisons justement ces synchronicités, finalement, du bon côté, quoi. Détournons finalement le couteau qui sert à tuer son prochain pour le transformer en quelque chose de beaucoup plus doux. Hein, mettre du beurre sur la tartine, quoi, ou du miel. Voilà, façon de parler, vous avez compris ce que je veux dire. Détournons ça et profitons de ces outils qui nous sont peut-être imposés, effectivement, qui vont à l'encontre de notre conscience, de notre âme, mais voilà, en se disant, ben, tiens, je vais utiliser ce qui m'est fourni, je vous assure, ça c'est magique, c'est vraiment, encore une fois, une expérience formidable. Et vraiment se rendre compte de ça, ben, je pense que c'est ça aussi qui va nous aider à sortir de cette torpeur dans laquelle on est depuis trop longtemps maintenant et dans laquelle l'humanité, comme tu dis, hein, est endormie et ne se rend même pas compte des tenants et aboutissants dans lequel on est. Et nous idem, hein, pareil. Hein, je veux dire, Paul et moi, c'est pareil. On n'est pas beaucoup plus renseignés. Simplement, oui. on a plus de recul. C'est ce que je disais avec Paul aussi en off avant l'émission. Ben, on a un peu plus de recul. Et c'est pour ça que c'est compliqué de dire que tout le monde doit évoluer de la même manière. Parce que non. Parce que vous pouvez pas, justement, c'est ce que je disais aussi à Paul, imposer 10 ans, 20 ans, je sais pas, peut-être 30 ans de recherche ou d'intérêt pour tous ces sujets à quelqu'un pendant une semaine, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. La personne doit vraiment chercher par elle-même. Elle trouvera des réponses. Et je vous assure, plus vous cherchez, plus vous aurez des réponses. C'est ça qui est magique. Et après, se rendre compte que ce n'est que ça, en fait. Ben, c'est beaucoup plus léger à vivre, en fait. Même s'il y a des choses qui nous assaillent tous les jours, et effectivement, et ça, mon Dieu, c'est pour tout le monde. Hein. Il y en a qui vivent bien pire, il y en a qui vivent moins pire, mais bon, peu importe, la souffrance, elle est à l'échelle de ce que vous pouvez supporter. C'est ça aussi le truc. Si vous vous dites, bon, ben voilà, demain j'ai ça, bon, j'ai déjà vu ça dans ma vie, c'est un scénario qui se répète, bah, vous allez pouvoir avoir des armes plus faciles pour essayer de contrer ces attaques, on va dire. Et si par contre vous êtes un peu plus, bah, mon Dieu, pas faible, c'est pas le mot, mais plus sensible, hypersensible, voire aussi, vous allez forcément prendre ça au centuple, et ça va vraiment vous toucher. Donc il faut absolument, encore une fois, c'est ce que je dis, essayer de garder la tête sur les épaules, les pieds au sol, la tête dans les étoiles, et surtout, force à nous tous, en fait. C'est ça que j'ai envie de souhaiter, voilà, c'est simplement ça. Exactement. Je crois que tu as tout résumé. Bah écoute, Et que j'espère. tout est en nous pour se sortir de ça, hein, Mais la oui, conscience, notre créativité. Donc on est des êtres très forts, mais on a oublié qui on était. Et s'il y a une chose à retenir de ça, c'est les derniers mots qu'on a dit, Alexis et moi. Voilà, c'est ça. et c'est surtout pouvoir justement
avec Paul, et notamment quand tu fais aussi tes conférences en présentiel, c'est aussi de pouvoir rencontrer, mon Dieu, profitez-en. Moi, je suis loin, je viendrai directement, mais voilà, je peux pas. Et c'est de rencontrer des gens ben, qui partagent à peu près. Alors, j'ai presque pas envie de dire les mêmes idées que vous, parce que ce serait vite embêtant, hein, pour ne pas dire un autre mot. Ça deviendrait vite une secte, un groupe. Au contraire, il faut qu'on soit différents, mais pour pouvoir apporter nos réponses et pouvoir en parler. Et encore une fois, rencontrer des gens physiquement, comme Paul le propose lors des conférences que tu fais à Paris, et eh ben, c'est magique et ça devient tellement rare. Donc profitez-en, profitez de ça dans vos villes respectives. S'il y a éventuellement des personnes qui font ça, je ne suis pas certain qu'il y en a encore beaucoup, mais voilà, profitez de chaque instant que vous pouvez faire. Et de toute façon, pour l'avoir expérimenté, pour l'expérimenter tous les jours, croyez-moi que des personnes qui sont alignées avec ce que vous dites, etc., ou avec ce que vous pensez, ou même qui ont quelque chose à vous apporter, vous allez les rencontrer. Parce que justement, encore une fois, cette Patrice, elle est à la fois bien foutue, à la fois mal foutue. Parce qu'elle vous met quand même sur votre chemin, finalement, des personnes qui vous remontent le moral et à qui vous pouvez remonter le moral aussi. Voilà, c'est ça qu'on doit faire, c'est surtout pas, encore une fois, se laisser empiéter, comme dans le film que j'adore, hein, l'histoire sans fin, voilà, avec le cheval qui tombe dans la boue, machin. Voilà, sortez de la boue, sortez de la merde, et sortez-vous surtout, oui, les doigts du fion, on peut le dire comme ça, hein, pour trouver justement des réponses à vos interrogations, parce qu'il y en a, clairement. Alors bien sûr, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. La solution, on la connaît pas. Si on la connaissait, je pense qu'on serait même plus en train de vous parler. Mais donc voilà, peut-être qu'un jour ça arrivera, j'en sais rien, mais gardons en tout cas l'espoir et en tout cas la force de notre conscience et de se dire que nous ne sommes pas rien, nous sommes des êtres beaucoup plus puissants qu'on nous le dit depuis très longtemps et trop longtemps. En tout cas, Paul, super, merci pour ton éclaircissement, pour tes éclaircissements. Pourquoi pas des réponses aussi à certaines interrogations des auditeurs, hein, vous nous le direz dans les commentaires si c'était le cas. Et en tout cas, Paul, vraiment, au nom des auditeurs et moi-même, on te remercie vraiment pour ce sujet, parce que c'est encore une fois un sujet super important, et comme je le disais au début de l'interview, lié et interlié avec tous les autres sujets qu'on a fait sur la chaîne. Allez un peu dépatouiller tout ça sur la chaîne, et vous verrez que il y a des sujets qui vont vous parler, qui vont même être complémentaires à celui-ci. Et en tout cas, bienvenue à vous tous si vous venez de découvrir la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à parler des santé du réel autour de vous, de partager, de liker, d'aller voir aussi bien entendu la chaîne de Paul, parce qu'il a une chaîne où il fait beaucoup de contenu. Je mettrai bien sûr tout ça en description. Et Paul, rendez-vous pris pour le 12 juin, en tout cas pour les personnes qui désirent effectivement entendre te parler des êtres bleus, c'est ça, hein. Donc voilà, en tout cas, encore une fois, on se dit de toute façon à bientôt. Tu sais très bien que tu es le bienvenu à chaque fois sur les santé du réel. Gratitude Alexis, et puis au plaisir de revenir, parce que j'adore faire les émissions avec toi, donc plaisir de revenir. C'est toujours un très très bon moment, et puis ça permet de se remettre dans toutes ces recherches qui, ma foi, c'est vrai qu'elles sont infinies, hein, voilà. Bref. Donc mon cher Paul, on se dit à tout bientôt, et aux auditeurs, normalement la semaine prochaine. Passez une bonne semaine d'ici là, boostez, surtout s'il y a le bouton booster, parce que voilà, de temps en temps oui, de temps en temps non, ça c'est YouTube, et surtout un petit like, un petit commentaire, ça fait aussi remonter la visibilité de la chaîne qui est pas toujours évidente, et un petit don sur PayPal si vous voulez soutenir bien sûr la chaîne et son auteur, bien entendu. Je vous fais des gros bisous, on se dit à la semaine prochaine, ciao ciao, salut. À bientôt.